3 générations, qu'il écrit l'histoire de 3 générations, peut-être même 4, qui sont les générations qui l'ont précédé, lui. Il s'agit de son arrière-grand-père, de son arrière-grand-oncle, de sa tante, de sa grand-mère, de son oncle et de lui-même. Et quand on dit grandeur et déclin des Ephrussi, pour moi, en tant que juive un petit peu provinciale, il s'agit du déclin du juif très riche, ayant énormément de succès, très raffiné, qui est venu d'Odessa pour envahir, j'ose le dire, Paris, jusqu'au Goy d'aujourd'hui, qui est Edmund Val, parce que Edmund Val est en vérité à moitié Goy, il est né de mère juive, puisque sa grand-mère maternelle est juive, mais toute sa famille, son père est pasteur évangélique, son grand-père aussi, et on voit très clairement qu'il a choisi cette religion plutôt que l'autre. C'est aussi l'histoire de l'Europe. L'Europe, depuis 1849 jusqu'à 2010, est une histoire qui traverse les principaux axes de l'Europe contemporaine, ou l'histoire contemporaine en Europe, c'est-à-dire la France et Vienne et l'Allemagne, pour finir finalement au Japon, ce qui est quand même assez exotique. Bon, euh, donc au niveau le plus profond, et là je cite un, quelqu'un qui a écrit dans le Boston Review en 2010, au niveau le plus profond, le lièvre aux yeux d'ambre est un peu plus, car l'œuvre de Proust, qui était plus que des descriptions d'une société, un acte délibéré de retirement, une forme de mémoire, une trace d'ascension et de déclin, ressemble à l'œuvre Le lièvre aux yeux d'ambre, qui parle du déclin des Ephrussi. Cette histoire aussi entre la sensation personnelle, pleine de retenue, et des faits objectifs, historiques et géographiques, d'une rigueur intellectuelle incontestable d'un côté, d'une hésitation charmante de l'autre, donnant la mesure de la fragilité des choses. Je trouve que cette définition du livre est absolument extraordinaire et reflète vraiment ce que celui qui lira, Isabelle, puisque tu ne l'as pas lu, ce qu'il sentira tout au long du livre. Euh, pour mieux comprendre l'intrigue, en même temps que l'écriture très particulière de ce livre, il faut commencer par l'auteur. Donc, Edmund Val, je le répète, est un homme qui a voué sa vie à l'art de la céramique, au toucher, à la technique, à l'amour, l'amour du matériau, l'amour de l'art, l'amour de l'environnement. Et c'est un homme qui, quand il parle des Netsuko, parle d'objets parfaits dans un domaine artistique très proche du sien, encore une fois, proche par la forme, oui et non, puisque les Netsuko, ce sont des objets sculptés,
alors que pour lui, la céramique, c'est principalement des pots. Et ces pots doivent être parfaits, sinon Edmund de Waal est tout à fait frustré. Mais euh, Edmund de Waal est aussi un auteur qui a des connaissances très vastes et qui nous donne le plaisir de partager ses connaissances parce que dans son livre, quand il parle des Netsuko, il parle aussi de peinture, il parle aussi de littérature, il parle aussi d'histoire et de tant d'autres choses. Alors, je cite à la page 27 du livre, j'entends quelqu'un qui parle en hébreu. Fermez les micros. Le fait que ce Netsuko m'appartienne, ce que j'ai reçu et que j'ai reçu tous les autres en héritage, me charge d'une responsabilité envers eux et envers ceux qui les ont possédés avant moi. Et cette responsabilité pour Edmund de Waal est surtout de pouvoir recréer le monde de ces 264 Netsuko qu'il a reçus, je pense, dans les années 2008 ou 2009. Sa recherche, il en parle pendant qu'il écrit, était très longue et très minutieuse. Et sa recherche est reliée, bien entendu, à sa famille. Et surtout que cette famille, au fait que cette famille est très spéciale et différente. Alors, le premier collectionneur de ces Netsuko est son grand-oncle, Charles F. Russy. Charles F. Russy est né en 1849. Il est né à Odessa et il est mort à Paris. Il est mort à l'âge de 52 ans. Il est le petit-fils de Charles, né lui à Berdichev et mort à Vienne. Et le fils de Léon, né à Berdichev, est mort à Paris. Donc on voit déjà l'axe des premiers ancêtres dont Edmund de Waal parle, c'est-à-dire Ignace F. Russy, Léon F. Russy et Charles F. Russy, qui viennent d'Odessa en passant par Paris pour atterrir quelque part à Vienne plus tard. Au moment où Charles F. Russy, dont nous parlons, qui est né en 1849, atteint l'âge adulte, c'est l'époque où Paris est en pleine effervescence, où Paris est en plein développement. Haussmann est en train d'agrandir Paris, d'embellir Paris, de faire de Paris ce qu'elle est aujourd'hui et de changer cette ville médiévale qui avait des petites rues puantes et qui ne convenait plus du tout à la population parisienne en cette ville merveilleuse, enfin j'espère qu'elle est encore, qu'elle est à peu près maintenant. Charles et beaucoup de ses amis en profitent pour faire des placements d'argent. Et les placements d'argent passent par l'achat de propriétés qui sont en plein développement dans un quartier bien particulier, l'avenue Monceau. L'avenue Monceau, à l'époque de Haussmann,
devient une avenue très prisée et s'y retrouvent les F. Russie, les Rothschild, les deux commandos, même Freud y réside à un certain moment, Proust habite pas loin de là, et j'en passe et des meilleurs. J'ai cité les Rothschild. Il faut comprendre que quand tous ces gens placent leur argent dans des propriétés et finalement le quartier de la rue Monceau devient presque un quartier juif, cela évidemment va engendrer beaucoup d'antisémitisme concernant ces familles illustres. Une des choses qu'on n'arrête pas de reprocher aux Rothschild, on a un jeu de mots très moyen. Les Rothschild apparemment étaient férus de dorure. Leur écusson était un écusson doré. Et les frères Goncourt de dire l'or juif s'étale partout, en parlant des Rothschild. Les frères Goncourt, on se souvient d'eux, on parle d'eux aujourd'hui comme de ceux qui ont le fameux prix Goncourt, mais apparemment c'était des antisémitismes très fervents. Pour revenir à Charles, Charles devient plus français que les Français. Et pour devenir plus français que les Français, il développe un goût parfait pour les arts. Il écrit un petit bouquin sur Dürer, un artiste. Il écrit dans La Gazette. C'est lui qui s'occupe de la section artistique. À un certain moment, il va même devenir propriétaire de La Gazette. Avant d'être propriétaire, il en est le directeur général. Et Charles est très, très, très riche. Son père déjà, le banquier, est très riche. Et Charles s'occupe de développer cette fortune immense. Charles a énormément d'argent. Énormément d'argent. Et énormément de goût pour les arts font de lui un collectionneur et surtout un mécène. C'est un homme du monde et comme tous les hommes du monde, il a une maîtresse, bien entendu. D'ailleurs, il était question à un certain moment qu'il était peut-être bisexuel, je n'en sais rien, mais en tout cas, il a une maîtresse très connue qui s'appelle Louise Cahin d'Anvers, encore une bonne juive, qui a elle aussi une propriété, le Monceau, bien entendu. Elle en a une à Anvers aussi, elle en aura une à Vienne, mais pas loin de Charles, elle a une propriété. Louise aura 4 enfants. On ne sait pas trop si un des enfants n'était pas de Charles, non, c'est trop rien. En tout cas, c'est très à la mode d'avoir une maîtresse d'un côté, une autre belle collection et d'avoir beaucoup de goût. Charles, je vous l'ai dit, est mécène et il protège des peintres dont Baudry, Moreau, Monet, Renoir. Il est le grand ami de Jules Laforgue et il est évidemment le grand ami de Proust et de Zola. Et tout ce beau monde gravite autour des réceptions que donne Charles dans sa maison, une maison qu'il n'arrête pas d'embellir et une maison que Edmund de Waal raconte dans les moindres détails, parce que Edmund de Waal, l'auteur de ce livre, s'attarde à tout ce qui est architecture, art,
etc., etc., etc. Donc, on a vraiment l'impression de pouvoir imaginer la maison des Efroussi qui n'existe plus. Il y a bien une villa aujourd'hui, Efroussi, à la Côte d'Azur, Efroussi Rothschild. Il y a une maison, un musée de Commando, oui, mais la maison Efroussi telle qu'elle était à l'époque n'existe plus. Euh, L'hostilité face aux Juifs, je vous l'ai dit, je vous lis un extrait, encore une fois, du livre lui-même, page 127. Je retrouve ça. Minute, papillon. Voilà. On impute ça à une machination juive l'effondrement de l'Union générale en 1882. Parce qu'il faut bien le dire, l'économie en France et ensuite l'économie mondiale au début des années, après la Première Guerre mondiale, euh, connaîtra des revers qu'on imputera toujours et principalement aux Juifs, parce que les Juifs sucent le sang de la France en spéculant sur son argent. Je cite. Efrussi, roi du blé, est haï en tant que juif, mais encensé en tant que mécène. Mécène et la mode est aux japonaiseries. Oh, on en vend partout. Le marché est inondé de japonaiseries. Il y a une galerie qui s'appelle la Galerie des Seychelles, juive toujours, qui se spécialise dans tout ce qui est japonais. Et Charles achète par brassée, en même temps que son amante, Louise de Caen. Mais Charles finira par avoir une collection de 264 Netsuko. Les roues de l'histoire sont inexorables. Je passe et j'en passe des pimbales. L'affaire Dreyfus, fin 20e, réhabilitation seulement 11 ans plus tard. Zola qui s'enfuit en Angleterre. Le frère de Charles, qui lui ressemble un petit peu, vient rendre visite à Charles et Frucy. La police le poursuit en pensant que c'est Zola. Enfin, j'en passe et j'en passe et les plus belles. Charles ne s'est jamais marié. Charles n'a jamais eu d'enfant reconnu. Mais Charles a un frère, Victor, qui n'est pas le frère qui s'est réfugié chez lui. Le frère réfugié chez lui était lui aussi un esthète, très féru de duels d'ailleurs, collectionneur lui aussi, pas marié, etc. Mais un des frères de Charles est beaucoup plus classique. Il s'appelle Victor et le euh, pardon, il s'appelle ouais, comment il s'appelle déjà? Pardon, il s'appelle Léon et son fils non Ignace, pardon, voilà Ignace, j'ai retrouvé. Il a donc trois frères, Charles, Léon et Ignace. Et le fils de Ignace, Victor, se marie. Il se marie avec, écoutez bien, Amy Shea Konkoromla. Ça ne ressemble pas à un nom de bien de chez nous, mais ça l'est. C'est une juive pur sang de 18 ans, dont Victor est éperdument amoureux. Il a lui 38 ans. Il a donc 20 ans de plus qu'elle. Il demande sa main quand elle a 17 ans, il l'obtient et le mariage se fait à Vienne en grande pompe parce que Ignace et Victor habitent à Vienne.
Ignace a 4 enfants. Victor est le troisième. Le quatrième, Rudolf, naîtra quand Victor aura 15 ans à peu près. La sœur aînée de Victor s'appelle Élisabeth et la deuxième sœur Gisèle. Victor n'a aucune envie de devenir banquier comme son papa, mais il n'a pas vraiment le choix. C'est le fils à qui reviendra la banque des F-Russie. Or, Victor a des envies de littérature, sa femme encore plus. Sa femme qui, évidemment, comme toute bonne bourgeoise de Vienne, a des amants dès sa première année de mariage. Nous parlons donc d'une société très spéciale, pour dire le moins. Le mariage, je vous l'ai dit, se fait en grande pompe et Victor reçoit des cadeaux de ses oncles et tantes. Un de ses oncles lui envoie une commode Louis XIV originale avec des pieds en forme de sabot, etc. Et je vous l'ai dit, un autre lui envoie une peinture de Renoir, si mes souvenirs sont bons, et Charles lui envoie sa collection de 264 Netsuko. Or, ces Netsuko chez Charles avaient eu droit à une vitrine spéciale conçue pour cette collection-là et pour pouvoir la montrer. Parce qu'évidemment, une collection est faite aussi pour paraître. Arrivé chez Victor, c'est une autre histoire. Où donc va-t-on pouvoir mettre ces Netsuko? 264, c'est énorme même s'ils sont tout petits. Et on cherche et Victor n'a aucune envie de transformer son beau salon en y mettant une vitrine, encore une de plus, pour les Netsuko. On réfléchit beaucoup, on ne sait pas trop, et finalement, écoutez-moi bien, les Netsuko vont se réfugier dans le boudoir, la garde-robe de Amy. Sa chambre à elle, bien entendu, qui est relativement loin de celle de chambre de Victor, de la chambre de Victor, parce qu'entre les deux, il y a un couloir qui est dédié entièrement et plein des vêtements de Amy. Amy est folle de mode. Amy est une déesse de la mode. Elle est excessivement bien habillée. On parle de ses parures, on parle de ses couturières. Et Amy a une grande passion, c'est celle de s'habiller tous les soirs en grande pompe. Elle a une femme de chambre, Anna, qui est chez elle depuis que Amy s'est mariée, peut-être même avant, et qui l'aide tous les jours à changer de parure. Et au moment où Amy s'habille, c'est le moment où ses 3 enfants, et plus tard son quatrième, Rudolf, c'est le moment où les 3 enfants vont pouvoir rencontrer leur maman. Ils viennent dans le boudoir, peuvent bavarder pendant une demi-heure avec maman. Ils ont droit, à part ça, à une autre rencontre par semaine le dimanche matin, une rencontre un peu plus longue quand la domesticité de la famille F-Russie va à l'église. Ils ont droit aux 2 heures réglementaires avec maman, mais tous les soirs est un moment tout à fait favorisé par les enfants. Et ces enfants se font un petit peu à regarder maman se changer et ils jouent avec les Netsuko. Ces Netsuko deviennent pour eux des joujoux qu'ils admirent, qu'ils caressent, qu'ils décrivent. Et ces Netsuko ont donc une place très bizarre dans l'appartement de Victor F.
tout cet épisode est l'occasion pour Edmund de Waal de raconter Vienne, de raconter l'histoire des Juifs de Vienne, de parler de la montée du nazisme. N'oublions pas que Hitler est né en 89, alors que le mariage de Victor Ephrussi a lieu en 99. Je me suis trompée de date avant. Donc, Hitler a 10 ans et l'histoire va rattraper, la grande histoire va rattraper l'histoire des F-Russie avec la montée du nazisme et et la montée de l'antisémitisme à Vienne également. C'est l'occasion de parler aussi du déclin de la fortune de Victor, qui apparemment gère très mal la banque. Il n'est pas doué pour ça. Ils n'ont jamais manqué de rien, ne nous y trompons pas. Mais il a fallu à un certain moment vendre une partie des actions de la banque qui sera finalement rachetée au moment de la montée des nazis par ce partenaire qui en avait déjà acheté une partie. C'est l'occasion pour De Waal de raconter la montée de l'Allemagne, la montée du fascisme, du nazisme et de parler donc de ce qui se passe à Vienne d'abord, en Allemagne après. Élisabeth, la fille aînée des F-Russie, est quelqu'un de très spécial. Elle est à recevoir, la première femme à recevoir un doctorat de droit de l'Université de Vienne. C'est une femme qui s'habille très mal, contrairement à sa mère, Amy. C'est une femme que peu de choses intéressent, sauf le droit, la littérature, les poèmes, la poésie. Elle sera l'auteur de plusieurs recueils de poèmes. Et Elisabeth est très intéressée par le l'ex-mari divorcé de sa cousine qui s'appelle Henk de Waal. Henk de Waal, anglican, comme son nom ne le dit pas, et ce que Edmund de Waal a retrouvé de sa grand-mère, parce qu'il s'agit de sa grand-mère, c'est un acte de mariage, une invitation en vérité très bizarre dans laquelle il est dit à peu près nous vous faisons savoir que Elisabeth F. Russie a épousé Henk de Waal et on se demande si c'est par nécessité ou parce que contre la volonté de ses parents. En tout cas, le fils aîné d'Elisabeth de Waal, la fille aînée d'Elisabeth de Waal, naît bien avant que 9 mois ne passent après le mariage. Elisabeth de Waal a donc épousé son goy. Sa sœur Gisela épouse, elle, un juif avec lequel elle va finir par émigrer au Mexique. Le frère Rudolf, bien plus tard, épousera, on ne sait trop qui en vérité, il aura 2 ou 3 enfants. Edmund de Waal n'en parle pas vraiment, mais il parle surtout du frère d'Élisabeth et de Gisela, Ignace, encore un Ignace.
Ignace, destiné à devenir banquier, comme papa ne l'était pas, et comme son grand-père qu'il était. Ignace n'a aucun intérêt pour la banque. Ignace adore les vêtements. Ignace devient dessinateur de mode et couturier. Il part à New York. Il va habiter New York. Il va habiter Hollywood. Il va revenir à un certain moment à Vienne, bien obligé. Ignace ne s'est jamais marié. Ignace est pédéraste. Ignace a un petit ami qui s'appelle Héro. Et Ignace, à un certain moment, va habiter, je vous le donne en mille, au Japon, où il deviendra homme d'affaires et où il réussira financièrement très très bien. Il sera très riche et il vivra avec son ami Hiro, qui a 26 ans de moins que lui. Jusqu'à la fin de sa vie, il nagera dans le bonheur et sera très proche de son neveu, le fils d'Élisabeth, Edmund Val. Et voilà, la boucle est bouclée. Parce que, après la guerre, nous sommes déjà en 44-45, Amy Efrussi se sera suicidée pendant la guerre. Élisabeth réussira à faire sortir son père Victor, qui la rejoindra en Angleterre, où elle habite avec son mari Hank. Gisela, je vous l'ai dit, est au Mexique. Rudolph est aux États-Unis. Après la guerre, Élisabeth retourne à Vienne pour voir ce qu'elle peut récupérer de la fortune de son père Victor, après la défaite des nazis. Et elle va chercher. Elle va retrouver un tableau. Elle va retrouver un tapis. La fameuse commode, cadeau de mariage, aura été jetée par la fenêtre par les nazis et écrabouillée. Le reste, qui valait quelque chose, a été vendu par les Allemands pour financer l'effort de guerre. Mais Elisabeth va dans l'appartement où habitait son père et cherche. Et ne voilà-t-il pas que le nouveau propriétaire de l'appartement, ce fameux associé de son père dans la banque, lui dit, vous savez, il y a une dame qui vit ici depuis très très longtemps. Vous voulez peut-être la voir, elle s'appelle Anna. Anna, je vous le rappelle, était la femme de chambre d'Amy. Et Anna a réussi à cacher certaines choses qu'elle a réussi à piquer aux yeux des Allemands, devant eux, sans qu'ils s'en aperçoivent, dont les 264 Netsuko. Ces 264 Netsuko, Elisabeth va donc les reprendre en Angleterre avant de les envoyer à Edmund de Val, son petit-fils, qui habite le Japon, pour que les Netsuko reviennent enfin chez eux à la maison. Et pour finir cette petite conférence, je vais vous lire ce que David Herman a écrit dans The Jewish Chronicle en 2010. Vous allez juger vous-même si vous êtes d'accord ou non. Le lièvre aux yeux d'ombre est sans doute le meilleur livre juif des dernières années.
plein de drames personnels et historiques, d'adultère, de l'histoire avec un grand H, de tout cela, y compris en allant de Dreyfus à Hitler. Voilà, pour ceux qui n'ont pas lu ce livre, j'espère vous avoir donné l'envie de le lire. C'est un livre qui est un peu ardu, je vous le dis tout de suite, mais qui est absolument extraordinaire et je le recommande. J'ai pris un plaisir immense à le lire une première fois il y a 12 ou 13 ans et à le relire cette fois-ci pour les besoins de cette conférence. Alors, merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, ça y est, allumez vos micros. Si je puis y répondre, je le ferai avec plaisir. Merci Rita. Merci Rita, c'était très intéressant. Quant à nous, on vous conseille la visite du palais de Camondo. De Camondo. Je peux dire quelque chose? Non, non, Efrusi Rothschild à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Elle est magnifique. C'est extraordinaire, ouais. Elle est magnifique, elle est magnifique. Le musée Camondo, c'est Nissim de Camondo, c'est le fils qui est mort à la guerre. C'est un voisin de Charles. Qui est un voisin de Charles, oui. C'est un voisin de Charles. La maison est magnifique. Magnifique, voilà. Magnifique. Et ça vous donnera un petit peu une idée à quoi ressemblait le palais d'Efrussi à Paris. Exactement. Parce que la villa des Efrussi Rothschild n'était qu'une maison secondaire sur la côte. Et c'est conçu comme un paquebot. Et tous les jardiniers, on dit que tous les jardiniers étaient en marin. Et quand Béatrice était dans sa villa, elle avait l'impression d'avoir un paquebot sur la Méditerranée. Alors, pour ceux qui sont venus avec moi en Chine, ils se rappellent de quelque chose de semblable à Pékin. Ouais. C'est le premier Chine alors, parce que moi j'étais au deuxième Chine. Non, le deuxième Chine aussi, j'ai montré la même chose. Je peux dire quelque chose? Allez-y. Alors, bon, j'ai commencé le livre hier et j'en suis à la moitié et je ne peux pas le lâcher. C'est absolument, c'est succulent, c'est merveilleux, c'est bien écrit. Ça nous invite, d'abord, ça nous fait voyager à travers Paris, à travers Vienne. On revoit, enfin, moi j'ai visité le musée de Nissim Camondo, donc on revoit tout le faste de ces juifs, des banquiers riches qui vivaient à cette époque-là. Alors moi, ce que j'ai trouvé, et j'ai pensé bien sûr au livre sur Camondo, au livre de Pierre Apuline. Voilà, le dernier des Camondo. Le dernier des Camondo. Le dernier des Camondo. J'ai pensé également au livre sur Moïse de Hirsch aussi. Mais il faut aussi penser à Proust. Et à Proust aussi. Et à Proust, il faut absolument relire du côté de chez Swann. Exactement. Parce que le modèle de Charles est justement Charles Efrussi. Moi, quand j'ai enseigné Proust, de Swann, moi, quand j'ai enseigné Proust, je disais toujours que le modèle était Charles Haas. Or, ce n'est pas vrai. Le modèle de Swann, c'est Charles Efrussi. Voilà. Et alors, par rapport, c'est une saga familiale, c'est une recherche des origines, mais par rapport à beaucoup de livres sur la recherche des origines, ce que j'ai trouvé très très beau, c'est pas seulement une recherche des origines à travers des documents, à travers des archives, à travers des livres, mais à travers des objets. Ouais. Et j'ai relevé une phrase qui résume ce livre. Il dit: un objet japonais se révèle immédiatement à celui qui le prend dans sa main. Le toucher vous apprend ce que vous avez besoin de savoir. Il vous dévoile à vous-même. Et on suit à travers toute l'histoire de l'Europe, des Juifs d'Europe, à travers l'objet, ce que l'objet révèle. Et ça, c'est un regard, un prisme qui est formidable. Alors, j'ai relevé juste une petite erreur historique, mais bon, c'est pas très grave. Il a dit que les Juifs français avaient acquis la citoyenneté après la Révolution française, ce qui est une erreur, puisque les Juifs français ont obtenu la citoyenneté le 27 septembre 1791, et c'était
grâce à la Révolution française. Bon, Oui, voilà. mais Patrick, il n'avait pas le droit aux propriétés, Oui, aux mais propriétés foncières. ils Et avaient la lui, pleine citoyenneté. l'erreur historique est là. Ils n'ont eu droit aux propriétés foncières, donc à la propriété, à l'achat des propriétés seulement au moment où donc au départ, c'est vrai, ils ont eu la citoyenneté, mais ils n'avaient pas le droit d'acheter des propriétés. Très curieusement. Voilà. Bon, et puis Vienne, la description de Vienne à travers l'architecture est magnifique. Est magnifique. On se promène dans Vienne, la description du Parlement viennois avec la sculpture d'Athéna, et puis les cafés aussi, les cafés viennois. Et Les Ringstrasse. ouais, alors il y a une Il phrase. appelle Sionstrasse d'ailleurs. Ouais, il relève une citation de Karl Kraus qui parle des cafés et il dit les cafés viennois, c'était la station expérimentale pour la fin du monde. Je trouve cette phrase Ouais. absolument prémonitoire et Merveilleux. extraordinaire. Enfin, il y a plein de choses C'est à dire, l'époque, mais c'est l'époque où le maire de Vienne est un antisémite c'est un notoire déjà. antisémite. Karl Tout Kluger, à oui. fait. Karl Kluger, oui. Tout à Tout fait. à fait, il est terrible. Ouais. Mhm. Ceci dit, les commandos, ils étaient tout à fait laïques, hein, comme juifs, ils n'étaient pas religieux du tout. Hein. Les Frustier aussi. Oui. Les Frustier aussi. Ils étaient Oui. laïcs. Ils se marient par hasard parfois avec des juifs, mais ils étaient tout à fait laïcs. Mais enfin, Mhm. c'est pas ça, c'est pas ce qui est le principal du livre, mais c'est vraiment. Il s'agissait quand même d'une famille notoire, Mhm. riche, juive malgré tout, qui Ouais. aurait pu rester juive si les autres l'avaient détesté encore plus, tu vois. Un peu Sartre, ce que je dis là, n'est-ce pas? Mhm. Ils étaient quelque part trop bien accueillis, tu vois. Parce que est juif celui que l'autre conçoit comme juif, n'est-ce pas? Oui, Et d'après- Le problème, c'est qu'à partir du moment où les juifs ont de l'argent, ils entraînent des jalousies. Et voilà, quoi. Bon, bon, il leur faut pas ça pour avoir des jaloux, mais c'est pour oui, faire des jaloux. c'est pas besoin de ça. C'est pas la raison. C'est pas Il y a ça, avec hein. ça. C'est peut-être pas la raison principale, mais ça contribue, quoi. Les amis, comme je vous l'ai dit sur le groupe, il y a 2 semaines, là, donc j'ai lu Si je survis comment il s'appelait, de Maurice Chayer. Et peut-être j'en parlerai en janvier, février. C'est Ah ben vraiment. voilà, tu as trouvé quelqu'un. Ouais. Non, non, j'ai déjà pour Ouais. janvier, je compte sur Dina. Enfin bref, on verra. Très Et bien. je vous l'ai mis en e-pub, si vous. Et je vous Comment il invite. s'appelle? C'est vraiment un récit de Shoah. Moi, j'en ai lu pas mal. Et là, c'est tellement bien écrit par Maurice Cheyer, qui était un intellectuel viennois de haut niveau, un écrivain très introduit dans tous les milieux. Et voilà, et tout d'un coup, comme ça, du jour au lendemain, ne devient plus rien, même pas un cloporte, rien, Dove, on veut quoi. voir ta tête. On veut te voir, Dove. Ouais, mais je suis pas beau avec mon érésipèle et ma grosse barbe. Ça fait rien, on t'aime quand même. Ouais. Voilà. Je voudrais juste dire quelque chose d'abord. Rita, merci beaucoup pour cet exposé, cette conférence. J'ai lu ce livre quand il est sorti il y a un peu plus de 10 ans et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Vraiment, j'ai lu d'une traite, quoi. C'est très prenant. Et puis après, j'ai vu que Edmund Deval, sur son site internet, a fait une galerie et on voit les Netsuke. On voit Ah ces petits objets. Ah ouais? Je vais envoyer le lien là parce que je viens Ah ouais? de trouver. C'est Oui. intéressant. C'est Il faut que je vois ça passionnant. parce que franchement, j'ai du mal à les imaginer, moi aussi. Quand je Voilà. lisais, je me disais, mais à quoi ça ressemble ce truc? Mais je viens de l'envoyer sur le Voilà. groupe WhatsApp. Très bien. Ah oui, je vois. Tu viens de C'est l'envoyer, là? super. Je vous dis que ce groupe a un niveau magnifique, je vous l'ai dit. Ouais. En Ah tout voilà, cas, on les voit bien, ouais. Ah, c'est superbe! joli parce que, ouais, on peut cliquer et on peut voilà, Voilà. élargir et on voit c'est tout petit, Magnifique! mais c'est extraordinaire. Et puis il y a aussi les photos de son oncle, de l'ami de son oncle, de la famille. Enfin, il a vraiment fait une belle galerie
peut-être une trentaine de photos. C'est magnifique, hein, ces objets. Ah, c'est superbe, hein? Donc, Patrick, toi qui lis le livre, tu peux regarder. De temps en temps, tu peux Je reporter. regarde en même temps, ouais. Tu peux regarder les photos et c'est vraiment intéressant. C'est ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est ça, c'est que symboliquement, on parle de quelque chose qui est tout petit, qui est très très fin, et à partir de cette petitesse, il élargit et on rentre dans des mondes et dans des espaces, dans des univers qui sont absolument, bon, bien sûr très très riches, somptueux et tout, mais c'est ça, à partir de ce petit objet, il élargit et c'est la Et magie. on rentre dans l'histoire, Patrick, dans l'histoire avec un grand H. Oui, avec une grande H, comme dirait l'autre. Mais C'est bon. peut-être comme ça qu'elle a pu les planquer, Bah oui, bah Ah oui. oui. D'ailleurs, Elisabeth prétend que ça rentrait dans un petit sac. Elle a Ouais, tout ouais, mis bah dans oui. une petite serviette pour les ramener à Londres. Ah ouais. Ah bah, c'est intéressant. Incassable en plus. En ivoire ou en bois, incassable. Oui, oui, en ivoire ou en bois. C'est magnifique. Et elle prétend les avoir mis dans une serviette. Une des scènes qui Super. m'a le plus marqué dans ce livre, c'est quand les nazis entrent dans le palais viennois. Je ne veux pas dévoiler. Non, ne dévoile pas parce que j'y suis pas Ah là. bah, Mais voilà, parce que J'y c'est suis pas encore. on s'il n'en te parle plaît. plus, on parle plus. c'est un moment Qu'est-ce que t'en penses? effarant. Moi, je suis C'est un encore à moment Vienne, hein. Je suis encore à Oui, Vienne. justement, bah voilà, donc le palais, il est magnifique, on l'imagine, je ne l'ai pas Absolument. visité, mais d'ailleurs, je me demande s'il n'a pas été détruit, ce palais, je ne sais plus. Oui, il a été détruit. Il a été Oui, détruit. oui. 1920, il Il a été raconte. refait. Et que, Oui, oui, tout d'ailleurs, a été détruit. 1920. il en parle, il dit qu'il veut voir le palais de l'extérieur Ouais. et qu'il ne voit pas l'étendue, il est incapable d'imaginer. Il décrit, Edmond de Waal écrit l'architecture de manière absolument extraordinaire. Et il parle justement du palais en disant qu'il ne parvient pas à concevoir tout le palais aujourd'hui. Je me demande si le livre n'a pas une photo du palais. On voit quelque chose de gigantesque. Il y a une photo et il y a aussi un plan. Oui, et il y a aussi un arbre généalogique, non, pour s'y retrouver un Oui, peu. oui, oui. Voilà. Ouais, ouais. Parce que C'est c'est quoi un le peu rapport complexe. avec le déjeuner sur l'herbe, là? Alors, je Ben, sais Il avait pas. des tableaux aussi? ça appartenait. C'est un tableau qui appartenait à Charles. Ah, d'accord. Charles avait acheté ce tableau, ça faisait partie de sa collection. Ah, ouais. Il était féru aussi de Berthe Morisot. Ah oui, très beau. Ouais, et donc, il avait un goût parfait, le gars. Ouais. Enfin, d'après mes critères à moi, en tout cas. J'aime bien Berthe Morisot, je trouve que c'est très gai, très fleuri, très, très frais. Ouais, ouais. Et Il a été marié. j'ai aussi découvert au nombre des antisémites et des anti-Dreyfusards des noms célèbres dans ce livre, tels que Degas, Cézanne, Ah Renoir. oui, tout à fait. Renoir, Degas, Wow. c'était terrible. Tout Terrible. à fait. Alors que Tout à Renoir fait. avait été protégé par Charles Efrussi, justement. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ouais. Moi, c'était Mais les gonflés qui m'ont je vais te effaré. dire, quand tu Ah, vois, puis quand tu complot, vois c'est terrible. les Dreyfusards qui étaient encore vivants en 1940, c'est pas joyeux hein, de voir ce qu'ils ont fait, ce qu'ils sont devenus en 40. Ah. Ah, c'est pas joyeux du tout. Ça veut, c'est triste. Et les amis, moi, je dois sortir là du Zoom parce qu'on faut qu'on parte. Et donc, je vous dis salut, bisous, bonne fête, bon, Shana Tova. Et dans Shana un mois, Tova, Ekula. Shana Tova. C'est bien si tu peux sortir, que tu as plus mal aux pieds. restez ensemble. Dans un mois, on a l'inénarrable, l'indicible Tamar. Aïe, ça y est, ça Pas que recommence. je l'entende, qui croit que je me moque d'elle, mais C'est c'est toi, l'indicible Tamar. Tamar, la lalaire, Quoi? Ah là En là. tout cas, c'est sympa de se voir en Tamar, Zoom. la lalaire. Je sais pas ce que je vais lui faire à Dove. Eh ben, tu vas nous faire le Zoom et ça va nous faire plaisir à tous. Voilà, Voilà, mais je vais le pendre par les oreilles. Restez, Voilà. Par la barbe, restez encore ensemble. par les Moi, pieds. Salut, Doubi. Oui, merci, Chanel. bye. Salut, Porte-toi Doubi. bien, Porte-toi Dove. bien, Dov. Refouach les mains. Refouach les mains. Allez, bonsoir tout le Refouach monde. les mains, Dov. Merci Bonsoir à beaucoup, tous. Rita. Merci, c'était vraiment magnifique. Restez ensemble, Et c'est pas Shana fini. Tova à tout le monde. Merci. Shana Tova. Salut. Et bravo, Shana Rita. Tova. Merci, Rita. Rita, merci beaucoup. Shana Tova. Shana Tova. Bonne nuit. Ferme. Bye bye. Refouach les mains.
Je vous embrasse Toda. tous. Amen. À Moi bientôt. aussi, à Shana bientôt. Tova. On se quitte pas, hein?